Chers auditeurs de Radio Corsica International, un grand bonjour à nos auditeurs aussi de Télépaèse. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre le matin et en replay sur les sites des deux stations. Monsieur Wajabarmente, ça nous tient vraiment au cœur d'avoir autant de personnes qui nous suivent tous les jours. Voilà, donc un grand merci à vous. Ça nous permet de continuer et avoir encore plus de force pour continuer donc dans nos matinales avec l'ensemble de nos chroniqueurs. Bon, voilà, allez, on se retrouve juste après le jingle avec la musique de Radio Corsica International, La Voix d'Aimé Pietri, voilà, qui est notre père fondateur de Radio Corsica International. Bonjour, salut à tous. Voilà, donc un grand merci à vous tous d'être fidèles à cette matinale de RCI. Je vous le redis encore une fois. Un grand merci à vous tous. Écoutez, on va commencer par de la météo, de l'information. Peut-être que vous attendez ça le matin. Avec Philippe Jam, qui est en train de me rejoindre juste à côté de moi sur le plateau de Radio Corsica International. Bonjour Philippe. Bonjour à toutes et bonjour à tous, bonjour Auguste. Le temps sera encore agréable, somme toute aujourd'hui, malgré quelques nuages qui rôderont le long de la côte orientale. Dans l'après-midi, le vent sera faible en général, les maximales seront agréables pour la saison, puisque comprises entre 15 et 18 degrés sur le pourtour de l'île et de 8 à 14 degrés dans l'intérieur de l'île. Aux assises des Bouches-du-Rhône à Aix-en-Provence, dans le procès sur la tentative d'assassinat contre Charles Cervone et l'assassinat d'Antoine Solacaro, les avocats généraux ont réclamé des peines allant de 5 ans à la perpétuité à l'encontre des 3 accusés. Réclusion criminelle à perpétuité assortie de 22 ans de sûreté, interdiction de séjour en Corse pendant 10 ans à l'encontre d'André Bacchialuelli, soupçonné d'être le tireur. 5 ans de prison contre Patrick Giovannoni et 12 ans de réclusion criminelle, interdiction de port d'armes durant 5 ans et mandat d'arrêt contre Michael et Ettori. À partir d'aujourd'hui, les avocats de la défense prendront la parole. Dans le cadre d'une enquête sur un trafic de stupéfiants, plusieurs personnes ont été interpellées hier en région ajaxienne et placées en garde à vue. Lors de perquisitions à leur domicile, des motos et des voitures auraient été saisies. À Bastia débute aujourd'hui le procès de la fusillade de Monticello. 4 hommes comparaissent devant le tribunal correctionnel. Le jugement est attendu en fin de journée. Les faits remontent au 27 février 2019 et la fusillade sur fond de trafic de drogue et de grand banditisme avait fait 2 blessés par balle. Toujours à Bastia, dans le cadre d'une enquête ouverte, les chefs de violence volontaire avec armes et infractions sur la législation sur les armes, un homme de 62 ans suspecté d'avoir tiré à plusieurs reprises avec une arme à feu le 8 décembre dans un immeuble situé boulevard Danesi a été placé en garde à vue au commissariat de la ville. Lors des faits, l'homme était sous l'emprise de l'alcool. À l'Assemblée nationale, qui a adopté hier le budget de la sécurité sociale, lors des questions au gouvernement, Michel Castellani, député de la première circonscription de la Haute-Corse, s'est adressé au ministre de l'économie, Roland Lescure, pointant une cartélisation de l'économie corse, entraînant la cherté des prix sur l'île. Michel Castellani demande que le gouvernement analyse la structure économique de l'île pour proposer des améliorations concrètes permettant de réduire l'écart des prix avec le continent. Dans sa réponse, le ministre a souligné qu'une mission gouvernementale à ce sujet allait être diligentée, en plus de celle confiée au député de la 2e circonscription de la Cour du Sud, Paul-André Colombani, sur les carburants. Le Corsica et l'UDAF Corse organisent ce mercredi et demain jeudi au Centre culturel L'Albor à Bastia l'édition 2025 du numérique en commun. Ce sera l'occasion d'interroger notre invité dans quelques minutes. Et puis le marché de Noël débute aujourd'hui à Bastia avec ses chalets et jusqu'au 23 décembre. Marché mettant à l'honneur artisanat et agriculture locale. L'occasion parfaite, Auguste, de trouver des cadeaux pour cette fin d'année. Et puis au chapitre sportif, Gilles Cioni a été nommé hier coordinateur sportif du Sporting Club de Bastia. Il prend ainsi la suite de Frédéric Antonetti qui avait quitté ses fonctions le 30 octobre dernier. Gilles Cioni aura notamment pour mission d'assurer la cohérence et la fluidité du projet sportif entre les différentes composantes du club.
Merci Philippe. Et Philippe qui me rappelle, tu n'as pas donné le sang du jour. C'est Romaric aujourd'hui. On va fêter les Romaric. Voilà. Comme ça, c'est fait. Philippe, on vous retrouve dans un petit moment pour l'inviter. On va parler donc du Hub Corsica qui va débuter donc aujourd'hui du côté du centre culturel l'Albor à Lupino Bastia. Pour l'instant, un petit détour sur les hippodromes. Avec Rémi, ce sont les pronostics du jour. Je rappelle que tous les jours, vous avez ces pronostics. Vous pouvez les retrouver aussi en podcast sur notre plateforme de Radio Corse International et en diffusion directe donc à 8h30 sur la station et 10h30. Voilà, pour si vous loupez donc dans la matinale. On se fait ça? Allez, on s'en va sur les hippodromes. Les pronostics hippiques de Rémi sur Radio Corse International. Bonjour à tous, ce mercredi dans les bons coups du jour, nous serons sur l'hippodrome de Vincennes. On va démarrer avec le quintet, je vais mettre en tête le numéro 4, la Rose du Gers. Passons à la 5e course, le 8, Iroise de la Noé devrait l'emporter. Et on terminera par la 7e où le 8, Jéroboam d'Érable devrait lutter pour la victoire. Bon jeu à tous. Merci Rémi. De l'horoscope. L'horoscope comme tous les matins, aussi avec Paxi, qui nous rejoint donc non pas sur le plateau de Radio Corse International, elle est du côté de Porto Vecchio, comme vous pouvez voir, les chroniqueurs sont un peu de partout sur l'île, et tous les matins, on reçoit donc sa petite chronique. Et bonjour à tous, on se retrouve pour ce mercredi et on va voir un peu ce que l'on a à vous dire. Les béliers, vous vous sentirez bien et épanoui aujourd'hui au travail. Vous allez faire des choses qui vous plaisent et ça c'est super cool. Les taureaux, attention, vous pourriez avoir une personne toxique qui vous a fait du mal dans le passé, qui tentera une réconciliation. Vous aurez le choix d'accepter ou pas, mais faites attention à vous. Les gens ne changent pas si souvent que ça. Les Gémeaux, au niveau sentimental, c'est pas la folie, peut-être une phase compliquée, peut-être une phase vide complètement, et ça peut miner le moral. Vous avez peut-être envie d'une relation plus durable, et ça peut se comprendre. Les Cancers, même si la journée peut être par moments un peu tristounette, ou que vous avez une petite période un peu tristounette, sachez-le, c'est certainement une phase de changement. Suivez le rythme, essayez de faire au mieux avec ce que la vie vous apporte. Les lions, vous allez certainement avoir des nouvelles d'un ex assez conflictuel, pas très cool apparemment cette personne. Ne vous laissez pas faire, ne laissez pas cette personne forcément revenir si ce n'est pas ce que vous souhaitez. Les vierges, vous allez avoir des bonnes nouvelles, certainement les prémices de futures réussites à venir. Et ça fait plaisir. Les balances, peut-être que vous allez avoir écho de certaines rumeurs qui vont être assez déprimantes. Mais bon, est-ce que les rumeurs valent vraiment la peine d'être écoutées à ce point? Les scorpions, grande journée de nettoyage personnel, nettoyage intérieur. Vous êtes dans une énergie de renouvellement aujourd'hui et ce n'est vraiment pas plus mal. Si vous n'avez pas passé une journée très folle, sachez-le, vous pouvez amener la transformation et le changement dans cela. Les Sagittaires, si le temps vous paraît long, sachez-le, ça peut vous permettre d'avoir un gain de temps supplémentaire pour réfléchir à des choix qui vous tiennent à cœur. Donc, même si le temps est long, réfléchissez, pensez à vos futurs choix. Les Capricornes, vous pourrez peut-être vous désintéresser de certaines choses, des activités, des occupations ou tout autre. C'est pas grave, ça reviendra plus tard. Aujourd'hui, vous aurez la tête à faire certains trucs précis et pas d'autres. Les Verseaux, vous vous sentirez bien, vous vous sentirez en osmose et en harmonie. Vous passerez une journée très agréable et en symbiose avec vous-même. Et enfin, les poissons, si vous tombez sur des personnes qui sont mensongères, elles ne vont pas vous mettre... elles vont pas vous hameçonner, elles vont pas vous avoir, vous avez un radar à menteur, on va pas vous la faire à l'envers, quoi.
Tant mieux, ces gens ne méritent aucun crédit. Et voilà tout le monde, je vous souhaite à tous une très belle journée et je vous dis à bientôt. Bravo, voilà pour votre horoscope. J'espère qu'il était bon, hein. Bon. Qu'est-ce qu'on fait là? Ah tiens, on va parler un peu de Monticello. Il y a le marché de Noël qui débute donc ce vendredi, samedi et dimanche à Monticello. Avec tout plein d'artistes qui sont prévus dans ces soirées. Tiens, regardez, on retrouve tout ça sur l'affiche du marché de Monticello. Ne loupez pas donc ce beau marché du côté de Monticello. On le retrouvons aussi nos amis de Télépaèse. On va poursuivre avec notre invité cette fois-ci. L'invité, comme j'ai dit, M. Cesari, qui va nous parler donc du Hub Corsica qui va débuter donc aujourd'hui du côté du centre culturel de l'Albor. Notre invité aujourd'hui, Bernardo Cesari, délégué général de Hub Corsica, à l'occasion de l'édition 2025 du Numérique en commun qui va se dérouler à l'Albor, à Bastia, les 10 et 11 décembre prochains. Bernardo, bonjour. Bonjour. Un petit mot tout d'abord, ce qu'est le Hub Corsica. Grande question. Donc c'est une association donc à but non lucratif qui a été créée en 2022 à la suite d'un travail qui a été initié par la collectivité de Corse et l'association IMAO et qui avait bénéficié d'un soutien de la Banque des Territoires pour démarrer cette action de mise en réseau des acteurs de l'inclusion numérique en Corse, que ce soit des acteurs associatifs, entreprises ou collectivités. Et cette association, donc depuis maintenant 3 ans, ça y est, on peut dire ça. Ça passe. Tente ou contribue à essayer de soutenir les acteurs de l'inclusion, parce que ces moments sont quand même assez difficiles avec toutes ces contraintes budgétaires qui s'exercent sur les associations et les collectivités depuis au moins 2 ans. Et en même temps de proposer des actions assez innovantes comme la mise en place du réseau de reconditionnement à but social qui s'appelle REUSE avec un projet européen maritime qui est en cours, ou là, ce genre de manifestation numérique en commun, numérique et comune, dont c'est la 2e édition cette année, encore à Bastia. L'an prochain, on la fera sûrement ou à Ajaccio ou en centre Corse, pour montrer un certain nombre d'actions et d'animations et d'activités autour de l'inclusion numérique, que ce soit pour le grand public, les enseignants, les élèves, les grands-parents, les entreprises aussi. Alors, vous rayonnez sur toute la Corse ? Oui, nous sommes une association régionale. Voilà. Alors, ces 10 et 11 décembre au Centre culturel d'Albor à Bastia va se dérouler donc le NEC. Donc c'est une nouvelle, c'est... Numérique en commun. Voilà. Donc ça consiste en quoi? Alors déjà, le NEC, c'est une appellation qui est d'origine nationale, qui est portée par la NCT et la Société numérique. Donc il y a un NEC national. Cette année, c'était à Strasbourg. Et il y a donc des NEC régionaux et locaux qui sont organisés en France entière et en Outre-mer, aussi. Là, il y en a un à peu près au même moment que nous dans l'Est de la France. Et avec une charte graphique commune, des intérêts communs et des choses communes à présenter, mais en étant quand même très autonomes les uns des autres. Alors, il y a un thème. Oui, tout à fait. Le thème, c'est l'individu en devenir à l'ère du numérique, c'est ça? Alors voilà, c'est assez vaste, mais c'était pour axer sur toute cette population qu'on va dire jeune, mais peut-être un peu moins jeune aussi, celle qui est en études ou celle qui est hors scolaire, celle qui travaille ou celle qui va travailler, celle qui veut créer son entreprise, parce qu'on a des problématiques d'inclusion numérique ou de médiation à régler avec tout ce public-là quand même. Donc c'est un public qui est très varié en fait. C'est un public qui est très varié. Alors on a un peu structuré notre NEC de cette année. Les 10, c'est plutôt axé. Alors, il y a des passerelles entre les deux journées. Ça ne veut pas dire que si on n'est pas parent, on ne peut pas venir le 11. Ce n'est pas ça. Mais, donc, le 10, c'est plutôt axé sur la partie scolaire, parentalité numérique, enfants, étudiants, le risque lié à l'image, puisqu'il y a un film le soir qui va être présenté. Et le lendemain, le 11, c'est plutôt axé sur
ceux qui sont en recherche d'emploi, en fin d'études, en création d'entreprise, ou jeunes salariés aussi, parce qu'il y a aussi des choses à régler aussi à ce niveau-là. Et c'est plutôt ventilé comme ça sur ces 2 journées. En fait, c'est un itinéraire progressif C'est ça. sur ces 2 jours. Donc, C'est ça, tout à fait. Voilà. Alors, il y aura des moments forts, parce qu'il vous avez il y a des intervenants, hein, je Oui, pense. tout à fait. De qualité. Donc, il y a un chercheur qui va intervenir, universitaire, qui va intervenir le premier jour le matin, qui est d'origine canadienne, Jocelyn Lachance, qui fera donc une conférence qui a suivi d'une table ronde sur la parentalité et l'éducation aux usages numériques, d'accord, qui va donc... c'est un sociologue, spécialiste de l'adolescence et des questions liées au numérique et à la parentalité. Voilà. Et ça, ce sera une réunion qui sera animée par Jean-Baptiste Manent, qui est un ancien du Conseil national du numérique, qui était déjà venu en Corse et qui va travailler les 2 jours avec nous à Bastia. On a aussi donc une participation très importante donc, de l'équipe du numérique du rectorat, ce qui est un peu normal quand on voit la thématique. Et surtout que dans le premier jour, le 10, on est... très axé aussi sur l'extension d'une opération régionale qui s'appelle Territoire numérique éducatif, qui est portée par l'UDAF 2A, et qui est donc un des grands intervenants de ce NEC. Et le 11, on a un temps d'échange qui est un regard croisé, qui lui est animé directement par Jean-Baptiste Manent, qui a déjà écrit et sorti des petits livres sur cette thématique-là. C'est l'impact de l'IA sur l'emploi, sur les territoires, même sur la langue corse, c'est-à-dire les risques d'accroissement des inégalités qui peuvent se passer dans le rural, par exemple, à cause de l'utilisation de l'IA. Voilà. Après, en dehors de ça, on a plusieurs cafés IA qui sont proposés ces 2 jours. Le premier jour, donc, on a un café IA pour les enseignants. On a un café IA pour les parents. Et quand on dit parents, on inclut aussi les grands-parents. Parce qu'il va falloir aussi qu'ils s'impliquent dans l'IA par rapport à leurs petits-enfants. J'ai commencé. Et le lendemain, on a des cafés IA qui sont liés à la recherche d'emploi, d'autres qui sont liés à l'application de l'IA sur le travail, l'emploi en lui-même, et un autre sur l'application, par exemple, en matière technique sur l'IA, c'est-à-dire comment on peut coder plus facilement avec l'IA, enfin ce genre de choses. On a aussi, bon, j'essaie de faire un catalogue un peu à la Prévert, excusez-moi, mais on a aussi des animations sur la cybersécurité, animées par les coordinatrices de la collectivité de Corse, avec l'utilisation de la mallette cyber. Et on a aussi, ça c'est le 10, une animation sur un atelier sur comment protéger ces données, ou que deviennent vos données si vous ne vous en occupez pas sur Internet. Alors vous avez parlé tout à l'heure de l'UDAF. Il y a aussi l'association Alpha qui est un partenaire, puisque je crois que vous allez faire aussi une intervention sur la place Pape à Loupine. C'est ça. Il y a une salle de l'association Alpha qu'on remercie beaucoup, qui nous est mise à disposition sur la place Pape, et donc à 200 mètres de l'Albor, où aura lieu une partie des animations. Alors bien sûr, tout le monde peut venir, c'est entrée libre. Voilà, c'est ça. Il y a des actions pour le grand public, des actions pour les professionnels de l'inclusion, il y a des actions même pour les adhérents du Hub. Il y a évidemment des actions et des animations pour les conseillers numériques et les médiateurs numériques, qui sont fortement sollicités pour participer et pour venir, et voilà. Alors, vous le disiez tout à l'heure, l'inclusion numérique reste une priorité pour vous, mais bon... Aujourd'hui, ça intervient dans un contexte assez difficile de restrictions budgétaires. Donc, comment est-ce qu'on arrive à compenser, à pouvoir finaliser les projets ? Alors, on est effectivement dans une période qui est encore plus difficile, avec, par exemple, cette incertitude budgétaire auquel on n'était pas habitué. Déjà, l'an dernier, donc, on avait eu des réponses tardives. On avait vu donc qu'il y avait une baisse du budget de l'inclusion numérique qui était de l'ordre quand même de 40%. Et cette année, on nous annonçait des chiffres extrêmement bas, de 12 millions d'euros, c'est-à-dire moins de 1 centime par personne et par an,
Et du coup, là, je sais qu'il y a des amendements qui ont été déposés par l'Assemblée nationale parce qu'il y a une grosse campagne menée par tous les acteurs de l'inclusion pour essayer de remonter ce budget. Donc, il y a un amendement qui a été voté par l'Assemblée qui a remonté ça au niveau de 2025, 45 millions. Et ça passe au Sénat. Donc on espère que le Sénat, donc on a sollicité chacun a sollicité ses élus, Bien sûr. que les sénateurs ne vont pas tailler dans cet amendement. Et en tout cas, après, le dernier mot reviendra à l'Assemblée et on espère que ça va se décanter assez rapidement pour que les associations, notamment, puissent avoir un peu de visibilité. Alors, le NEC, c'est une opération qui est un peu la vitrine de ce que vous faites, mais c'est une opération ponctuelle. Vous avez des opérations tout au long de l'année, en fait. Tout au long de l'année, bien sûr. Il y a le soutien. Là, on a aussi, avec la collectivité de Corse, un dossier FEDER en cours qu'on a appelé INCO, dont on attend les validations définitives, on espère assez rapidement, qui permettra d'accentuer la présence des acteurs de l'inclusion, parce que le but du hub, c'est de permettre d'aider les acteurs de l'inclusion, en les aidant à trouver des financements ou en les incluant dans des opérations régionales. Par exemple, là, ce serait d'arriver à avoir parce que l'idée, c'est d'aller vers le plus près possible des populations, que ce soit les anciens dans le village, mais aussi les petits artisans, les petits agriculteurs, les petits commerçants, qui, quand je dis petits, c'est pas péjoratif, simplement ils sont dans leur village, ils n'ont jamais le temps, donc il faut aller vers eux et être près d'eux. Donc on a préparé un dossier avec des kits mobiles qui seront mis à disposition des structures d'inclusion, qui pourront les déployer dans les tiers-lieux, dans les locaux associatifs, dans les locaux des mairies, pour organiser des actions au plus près des personnes. Alors, la Corse est une population vieillissante, comme on dit. Quel est un peu l'accueil que vous avez justement de cette population qui fait face à ce numérique, qui est presque une révolution pour eux? Alors, Alors, le problème ces problèmes, on va dire, d'électronisme, pour utiliser ce mot, ils ne concernent pas seulement les anciens. C'est vrai que les anciens, la Corse est comme ça, donc on a une grande proportion de personnes qui ont plus de, je vais dire 65 ans, comme ça, avant 3 mois, j'y suis pas. Et c'est vrai que ça pose un problème pour eux, pour accéder à leurs droits. Et ça, c'est un problème majeur. Mais il y a quand même des solutions qui sont mises en place avec les maisons France Service, aussi bien municipales que celles de la Poste, dans le rural, les maisons France Service itinérantes, les tiers-lieux, avec des actions qui sont proposées pour essayer d'aller vers eux et de répondre à leurs questions. Mais pour l'instant, ce n'est pas suffisant. Et voilà. On s'aperçoit quand même que c'est une population qui est moins réfractaire qu'avant. Au tout début du numérique, de l'informatique, fallait pas parler d'ordinateur à certaines. Là maintenant, elles se mettent un petit peu. Elles ont vu ce que ça pouvait leur apporter en fait. Oui, c'est aussi vrai. Moi, j'ai fait des cafés IA. Je co-organise avec des structures d'inclusion des cafés IA parce que c'est des moments d'échange qui sont très intéressants et qui souvent rapprochent les gens de questions importantes qui les inquiètent, comme l'intelligence artificielle. Là, j'en ai fait dans le rural où il y avait des gens de 80 ans qui étaient extrêmement intéressants parce qu'ils avaient compris aussi bien les avantages que les risques. Et là, je sors d'un café IA à la mairie de Bastia, à la Casa di Lanciani. Il y avait un peu plus d'une dizaine de personnes c'était très, très intéressant. Très. Bernardo Cesari, merci beaucoup. Non, on rappelle donc que remercie. vous êtes délégué général de Hub Corsica et que vous allez organiser les 10 et 11 décembre au Centre culturel L'Albor à Bastia les rencontres du numérique en commun. Merci. Benissimo. Bon, on va se refaire un petit point sur les titres de l'information, ça vous dit? Allez, on se refait un petit point avec Philippe. Aux assises des Bouches-du-Rhône à Aix-en-Provence, dans le cadre du procès sur la tentative d'assassinat contre Charles Cervoni et l'assassinat d'Antoine Solacaro, les avocats généraux ont réclamé des peines de 5 ans à la perpétuité. À Bastia a débuté hier le procès de la fusillade de Monticello. 4 hommes comparaissent devant le tribunal correctionnel de Bastia. Le jugement est attendu en fin de journée. À l'Assemblée nationale, le ministre de l'économie, Roland Lescure, a annoncé la création d'une mission gouvernementale sur la cherté des prix. Et puis en football, Gilles Cioni est le nouveau coordinateur sportif du Sporting Club de Bastia. Météo, c'est un temps somme toute agréable aujourd'hui. Merci Philippe. Allez, avant de clôturer cette matinale, je vous propose de retrouver Marie-Pierre et on s'en va du côté de Dallas.
Ah ben désolé, si on retrouve JR, Sue Ellen et compagnie. Allez, on décolle pour Dallas avec notre hôtesse de l'air. Bonjour et bienvenue pour notre chronique en roue libre. Après notre petite incartade à Halloween, je vous propose de retourner sur la route des États-Unis avec aujourd'hui l'épisode 4, Dallas et son univers impitoyable. Everything is bigger in Texas. Ici, tout est plus grand. Les routes, les steaks, les pick-up et parfois même les égos. Vous l'aurez compris, le Texas, n'est pas un État dont je partage toutes les valeurs. Mais comme on a dit qu'on ne faisait pas de politique dans cette chronique, place à Dallas, alias Big D. Et oui, ça ne s'invente pas. Je vous propose, pour commencer, une balade à pied. Mais faites attention, il y fait souvent très chaud, surtout au beau jour. Alors prenez vos précautions avant de sortir. On va débuter notre périple à partir de Thanksgiving Square, en plein downtown. Dans ce havre de paix inattendu, une chapelle en spirale semble vouloir s'élever vers le ciel. Un lieu de recueillement et de sérénité presque hors du temps, au milieu des tours de verre. Et surtout, si vous y allez pendant les heures d'ouverture, visitez-la de l'intérieur, ces vitraux en colimaçon sont tout simplement hors du commun et extrêmement instagrammables. Quelques rues plus bas, vous tombez nez à nez avec un œil. Oui, un œil géant. De Big D à Big Brother, il n'y a qu'un pas. Dallas vous épie déjà avec cette œuvre de l'artiste contemporain Tony Tassett qui semble vous suivre du regard où que vous alliez. On arrive ensuite devant l'hôtel de ville, un immense bloc de béton et de verre où les sculptures rouges d'Alexander Calder, posées au milieu du plan d'eau, apportent une touche de fantaisie au sérieux administratif. Un peu plus loin, vous arrivez sur Pioneer Plaza et là, accrochez-vous bien, la plus grande sculpture en bronze du monde vous y attend. Plus de 40 bœufs et 3 cow-boys en pleine transhumance, une scène de Far West figée pour l'éternité, une des rares œuvres dans lesquelles on peut littéralement se promener sans risquer de se faire piétiner. Je vous avais dit que tout était plus grand au Texas. La balade continue ensuite avec l'Old Red Museum, ce bâtiment en briques rouges, coiffé de tourelles extrêmement photogéniques pour les amateurs d'images. Mais le vrai poids de l'histoire se trouve juste en face, à Dealey Plaza. Le 22 novembre 1963, John Fitzgerald Kennedy y a été assassiné en plein cortège présidentiel. Sur place, tout est resté figé dans le temps. 3 croix blanches peintes sur l'asphalte, marque encore l'endroit exact où les balles l'ont atteint, les 2 premières qui l'ont touché et la dernière qui l'a tué. Le drame ne s'est pas arrêté là, puisque 2 jours plus tard, Lee Harvey Oswald, son assassin présumé, fut lui-même abattu en direct par Jack Ruby. Dallas est ainsi devenu, malgré elle, le théâtre d'un double assassinat gravé dans la mémoire du monde entier. Alors si vous voulez revivre tout ça et mieux le comprendre, le bâtiment où tout s'est passé, un ancien dépôt de livres, abrite aujourd'hui le Sixth Floor Museum, où tout y est reconstitué, y compris la cachette depuis laquelle le tireur aurait tiré. Le musée ne se contente pas de raconter le drame minute par minute, il replace aussi l'événement dans son contexte, à l'époque où on y plonge dans la guerre froide, les luttes sociales, les tensions raciales et l'immense espoir qu'incarnait alors Kennedy. Une leçon d'histoire bouleversante dont on ressort songeur et ému sans jamais avoir véritablement de réponse. Pas étonnant que le cinéma et la littérature s'en soient emparés. Oliver Stone en a fait un film magistral avec JFK, un récit haletant qui nourrit encore un peu plus les théories du complot, et plus récemment, Stephen King lui-même a imaginé un autre destin possible dans son roman 22-11-63, où un professeur remonte le temps afin d'essayer d'empêcher l'assassinat. Le livre a même été adapté en série avec James Franco dans le rôle principal, preuve que, plus de 60 ans après, cette tragédie continue de hanter l'imaginaire collectif. Heureusement, Dallas sait aussi redevenir légère. En levant les yeux, impossible de manquer la tour de Dallas, la Reunion Tower, l'une des plus reconnaissables des États-Unis, avec sa sphère illuminée la nuit, donnant à la ville un air futuriste. Et puis bien sûr, et je sais que vous l'attendiez tous,
impossible d'évoquer Dallas sans parler de Dallas, la série culte des années 80 qui a tenu en haleine des millions de téléspectateurs avec JR et ses magouilles, Sue Ellen et ses bouteilles et le reste de la famille Ewing. Le South Fork Ranch, décor de tournage, existe bel et bien et se visite. Une plongée complètement kitsch mais incontournable dans l'histoire de la télé. C'est ça Dallas, une ville où l'on passe d'un œil géant aux ombres de l'histoire, de l'art urbain aux cow-boys en bronze, des complots tragiques aux soap télé, tout y est plus grand, plus contrasté, parfois absurde, mais toujours fascinant. C'est la fin de notre chronique, on se retrouve bientôt pour une nouvelle ville. Je vous souhaite une très bonne journée, à bientôt. Voilà, elle est repartie pour de nouvelles aventures. On la retrouvera bientôt donc sur les ondes de Télépaèse et de Radio Corse International. Merci Marie-Pierre. Ben, je vais vous souhaiter de passer un bon mercredi. Un bon mercredi avec les enfants aujourd'hui. C'est la journée des enfants. Toutes les activités sportives, culturelles que vous allez pouvoir faire donc avec tous ces bambins. Tenete forte e ci ritroviamo domani mattina. Allez, bonne journée à tous. Bonjour, salut à tous. Siamo sempre qui.